Bonjour à tous. Bon, alors ça, c'est une institution, la conférence du dimanche, toujours avec un invité qui, comment dire, incarne quelque chose. En général, ce sont des belles personnes, même aujourd'hui. Alors, ça devait être Jacques Julliard. Pour des raisons de santé, il n'a pas pu, mais il reviendra, parce qu'il veut revenir. Et à la place, nous avons Jean-Christophe Rufin, grand écrivain, belle personne aussi, on va le voir, que je ne vais pas vous présenter parce que, bon, Rouge Brésil, vous avez tous lu, non? Le Collier Rouge, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Enfin, bon, bref, je pourrais citer, oui, L'Abysse, hein, son premier livre, son premier roman, hein, c'est 1997. Et puis, bon, on va faire ensemble le tour de la planète Ruffin. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité, parce qu'il est présenté toujours comme médecin, écrivain ou écrivain-médecin. Donc il est médecin, il est neurologue, hein, spécialiste. Si vous avez besoin d'un neurologue, il est là. Oui, il rend service de temps en temps, hein, aux copains, je sais ça. Et je voudrais lui demander, lui qui a eu un grand-père médecin, qui est médecin lui-même, qu'est-ce qu'il pense de la crise sanitaire actuelle? Oh là là. Je vais m'en aller parce que je pense qu'il en a pour 2 heures. C'est ça. Non, justement. Parce qu'il en a gros sur le cœur. Justement. Non, d'abord, bonjour à tous et merci d'avoir bravé les virus et tout pour venir à cette rencontre. Non, moi, je trouve que d'abord, les médecins devraient se taire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ouvrir une télé, une radio, etc., sans avoir des médecins qui parlent. Et moi, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut regarder leur pédigré. Parce que quand un dermatologue à la retraite vous parle du Covid, il dit à l'évidence n'importe quoi. Et en ce qui me concerne, je trouverais tout à fait illégitime de m'exprimer en tant que médecin. Alors, tu me le proposes, mais c'est vrai que je peux avoir une opinion, mais une opinion de citoyen. Et j'ai plus d'estime pour les rares, parce qu'ils sont rares, médecins qui, parmi ceux qui s'expriment, se fondent sur des études, c'est-à-dire sur des choses sérieuses. Mais parce que ceux qui parlent comme ça, au doigt mouillé, en disant, voilà, ils subissent évidemment une déformation qui est celle des médias, c'est-à-dire que seuls ceux qui alertent sur la catastrophe sont invités le lendemain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un qui vient... C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome d'Elfrécy. Un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui vient puis qui dit c'est pas si grave que ça va s'arranger, etc. On le revoit jamais. Celui qui arrive et qui dit ça va être la boucherie, on sera comme l'Italie, comme la Catalogne, que le machin, il y aura des centaines de milliers de morts. Alors là, le lendemain, vous l'avez de nouveau, quoi. Et donc, je trouve que c'est ce qui m'a, moi, vraiment fait de la peine, d'ailleurs. Ça m'a pas surpris, parce que je connais ce milieu, j'en ai fait partie, mais c'est justement qu'il y a il y a tout et n'importe quoi, je veux dire. Et donc, laisser les médecins s'exprimer comme ça à tort et à travers, c'est dangereux. Il faut vraiment se fier, je pense, uniquement aux spécialistes. Et je regrette, personnellement, qu'en effet, ne soient pas écoutés ceux qui, par exemple, tiennent des propos juste raisonnables et fondés sur des études, en particulier ceux qui disent que le masque en milieu ouvert, dans la rue, ne sert à rien. Bon, je sais pas. Mais ça marche en Asie pourtant, le masque au milieu ouvert, il y en a beaucoup en Asie. Mais c'est pas la même culture, je veux dire. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces virus saisonniers, à commencer par la grippe, viennent de là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est un lieu permanent de production de ces virus. Donc ils vivent avec ça, mais je pense qu'ici, vraiment, c'est autant en milieu fermé, on peut comprendre, c'est-à-dire dans un magasin, éventuellement dans une rue très fréquentée, mais je trouve qu'on passe un peu au-delà, quoi, et que maintenant il y a une sorte de contrainte qui n'est pas insupportable. C'est pas terrible de porter un masque, mais quand même, chaque fois qu'on impose à des gens quelque chose qui n'est pas fondé sur des choses vraiment sérieuses, c'est dangereux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand cette pandémie est arrivée, les gens qui ont été chargés de la gérer, par exemple
Delfrécy, qui est le président du comité scientifique, que je connais bien. C'est ma génération de médecins, enfin il est un petit peu plus âgé que moi, mais dans notre génération, la maladie nouvelle, c'était le sida. Enfin, moi j'ai fait mes études, toutes les maladies étaient à peu près stables, et puis il y en a une qui est apparue. On ne comprenait pas ce que c'était. Au début, on pensait que c'était les Haïtiens. Il y avait des trucs un peu bizarres. On ne savait pas si c'était lié à si c'était chimique, immunologique, viral. On ne savait pas ce que c'était. C'était le sida. Et dans cette génération qui a été marquée par le sida, il y a une tendance qui est de voir toutes les nouvelles maladies avec le prisme du sida. Et quand est arrivé ce coronavirus, finalement, la réaction, c'était terme à terme de penser que ce serait la même chose, c'est-à-dire une maladie permanente, alors qu'en fait, elle a quand même des fluctuations. On ne sait pas très bien lesquelles, mais ça n'a absolument rien à voir avec le sida en termes de... C'est une maladie peut-être cyclique ou en tout cas, qui mute quand même, visiblement, comme le sida. Il y a une sorte d'intelligence du virus. Oui, oui. Et alors, du coup, l'idée, c'était que, par exemple, ne pouvaient traiter cette maladie que des nouveaux produits qui donc devaient être basés sur des études scientifiques, etc. Et c'est toute la controverse avec Raoul, c'est qu'au-delà de l'hydroxychloroquine, parce qu'on s'en fout, c'est pas ça l'idée, c'est quand on a affaire à une maladie très aiguë, et qui va peut-être disparaître, ou en tout cas qui a un pic, il faut des réponses très très rapides. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire des études prolongées. Et toutes les études, la Discovery, tout ça, se sont plantées parce qu'il n'y a plus de malades, parce que c'est compliqué de faire un... Et parce que le virus a muté aussi, enfin apparemment a changé un peu. Oui, mais c'est surtout que face à des choses aussi brutales, il faut piocher dans la pharmacopée. Et il y a un débat très intéressant qui a été soulevé à cette occasion, c'est la question, disons, des utilisations de vieilles molécules sur des nouvelles indications. Ça, c'est un truc très très frappant. C'est-à-dire qu'on a une exploitation capitaliste, comme on dirait, de la pharmacie, qui fait que quand on découvre une molécule, on lui trouve une ou deux indications, on l'exploite sur cette indication, puis après elle tombe dans le domaine public. Et donc elle n'intéresse plus personne. Mais très souvent, ces molécules ont d'autres utilisations qui ne se découvrent qu'après. Par exemple, je sais pas moi, il y a des... Enfin bref, je ne vais pas vous faire la journée là-dessus, mais c'est vrai que c'est très très intéressant de se dire que au fond, on a un comportement vis-à-vis de tous ces produits et toutes ces pharmacothèques qui sont très larges maintenant, de vieux produits, qui est au fond, si on regarde d'un point de vue écologique, finalement assez irresponsable. Parce que finalement, dès lors qu'ils sont tombés dans le domaine public, on ne regarde plus ce qu'on pourrait en faire, alors que bien souvent, on voit par exemple des antibiotiques qui sont en même temps des antiviraux, on voit c'est très riche. Ouais. Alors, est-ce que le coronavirus n'est pas quand même en train de changer durablement notre société avec la sacralisation du principe de précaution qui n'a pas eu cours apparemment en Suède et dans toute une série de pays développés, enfin qu'on peut citer, quoi, où il n'y a pas eu du tout la même attention. Oui, mais moi je trouve on a dit c'est une grippe, enfin on n'a pas dit c'est une grippette, mais c'est une grippe, ça va passer. Ouais. Et puis essayons l'immunité collective, quoi. Oui, mais parce qu'ici on a une judiciarisation de la médecine qu'on perçoit très très bien. Alors là même dans d'autres domaines, hein, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre jour, je parlais avec un de mes collègues qui est chirurgien, qui vient de prendre sa retraite. Et une des dernières affaires, c'est un très bon chirurgien généraliste, qui fait plutôt du digestif. Et juste avant de prendre sa retraite, il reçoit une femme qui avait 57 ans, je crois, pour ce qu'on appelle un ventre aigu, une douleur aiguë du ventre, etc. Et il fait le diagnostic, qui n'est pas le premier auquel on pense, de grossesse extra-utérine. Et c'était une grossesse extra-utérine. Il l'opère, il la sauve, mais il lui enlève une trompe parce qu'il y avait une nidation sur la trompe. Et donc, la femme se rétablit et fait un procès pour mutilation sexuelle. Perte de chance. Je ne pourrai plus avoir d'enfant. Et c'est terrible. Alors, il n'a évidemment pas été condamné, mais il a passé 2 après-midi dans un tribunal, enfin devant un juge d'instruction qui l'a interrogé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui cette judiciarisation qui peut, qui peut se justifier parce qu'il y a eu des abus terribles de médecins. Moi, ce que je pense, c'est que c'est jamais les bons qui sont incriminés dans ce truc. Et du coup, les gens sont tétanisés. Là, les politiques ont peur, les médecins ont peur.
Et du coup, le principe de précaution, il devient très excessif. Oui. Alors, juste un mot, docteur, puis après on va passer à autre chose. Ouais, allez, un mot encore, c'est comment juges-tu la gestion de la crise par les pouvoirs publics? Bah, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire que... Non, mais de manière, une réponse claire, quoi. Ouais. Non, mais je pense que, c'est difficile. C'était bien ou pas bien? Non, ils ont fait ce qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien. Donc, il y a eu une espèce de, comment dirais-je, de volonté de ne pas dire la vérité, c'est-à-dire qu'au fond, si on ne recommandait pas de mettre des masques, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de volonté d'un peu d'avoir l'air de toujours prendre la bonne décision, alors qu'on en a pris de mauvaises, c'est évident. Et encore aujourd'hui, c'est le cas pour les tests, par exemple. Les tests, là, ils sont en train de redresser l'affaire. C'est-à-dire que les tests, on en fait 100 000 par semaine, ou 1 million par semaine, je ne sais plus combien maintenant, 1 million, je crois. Mais on ne le fait pas forcément pour les bons. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour les gens qui ont des symptômes, on le fait tout venant. Et les gens qui ont des symptômes, souvent, ne sont pas ceux qui sont traités, qui sont dépistés le plus. Donc, c'est un peu comme les guerres, c'est comme la guerre de 14. C'est-à-dire que les guerres, on a toujours une guerre de retard, c'est un peu le problème. Et là, c'est une crise qu'on gère en permanence en apprenant des choses a posteriori. Donc c'est pour ça que moi je les accable pas. Et je pense qu'ils sont dans une position très 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 difficile. Je trouve que par exemple sur l'économie, ils ont quand même fait face, c'est-à-dire que on a quand même eu une réponse en Europe et en particulier en France. Qui est infiniment plus adapté, peut-être parce que... Enfin, au trait où on veut les choses, on va être obligé de refaire la même chose dans quelques mois, dans 2 ans. Non, je crois pas. Ah bon? Moi, j'y crois pas du tout. Je crois pas à cette idée de deuxième vague. Je pense que c'est... D'ailleurs, j'étais content de voir il y a quelques jours... Ah non, mais je parlais des difficultés économiques à venir, parce que l'économie a du mal à reprendre. C'est ça que je voulais dire. Je parlais pas de deuxième attaque du virus, je parlais de ça. Non, je pense que... On va réussir à contenir les choses, mais ce truc continue à circuler. Aujourd'hui, c'est plus une maladie grave, c'est une maladie. On est déformé par le fait que, effectivement, il y a eu ce pic terrible au mois de mars-avril. Mais ce à quoi on est confronté aujourd'hui, il faut vraiment se calmer un peu. C'est d'autant plus marrant que moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens, par exemple, qui disent c'est terrible, c'est machin, etc. Quand vous les interrogez, ils ne se font pas vacciner contre la grippe. Ils ne se font pas vacciner contre la grippe. Alors que, sincèrement, d'ailleurs, même toi, tu ne fais pas vacciner contre la grippe. Oui, tu as raison. Si? Non, pas encore. Peut-être déjà le faire. Ouais. Ah, il faut le faire. Non, je t'ai entendu, je crois que je vais. C'est un bon docteur. Hein, oui. Ouais. Je crois que je vais le faire. Oui. Alors. J'ai dit qu'on allait faire le tour de la planète. Ruffin, on n'a pas encore commencé, mais on va y aller là maintenant, parce que évidemment, on arrive directement sur la vocation de médecin de Jean-Christophe Ruffin. Comment ça a commencé? Alors, il y a le grand-père médecin, et puis il y a aussi 1967, la première transplantation cardiaque par le professeur Christian Barnard. Hein, c'est ça, les deux moteurs. C'est-à-dire que la médecine, moi je suis né un peu dedans, parce que j'ai été élevé à Bourges, dans ma ville natale, pour mes 10 premières années par mes grands-parents. Mon grand-père était médecin, c'était vraiment un médecin du 19e siècle, même pas du 20e, du 19e. Il était né au 19e siècle. Et la médecine qu'il pratiquait, c'était vraiment... une médecine qui, au fond, moi je suis très attaché à ça, d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas que ça disparaisse. C'était une médecine sans outils, c'est-à-dire sans efficacité. Il y avait très très peu de médicaments quand il a commencé ses études, quand il a commencé à pratiquer. Et aujourd'hui, quand on parle à des jeunes médecins, ils ne conçoivent pas la médecine sans la thérapeutique. C'est-à-dire la médecine, c'est fait pour soigner. Mais à l'époque, un médecin, il était médecin, mais il ne pouvait pas soigner. Et je me souviens, ma grand-mère me l'a raconté, je n'étais pas né, mais ma grand-mère avait fait une embolie pulmonaire pendant la guerre. Et le traitement, ça consistait à l'enrouler dans des draps mouillés, froids. Tu vois, c'est sympa. Et voilà le niveau de performance, je dirais, de la médecine de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pourtant, ils existaient. Et pourtant, il y avait des médecins. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui, depuis Hippocrate, finalement, avaient
enfin, accompagner les collectivités, les populations parmi lesquelles ils vivaient, et ils apportaient quelque chose qui n'était pas le traitement, qui était plutôt le pronostic. C'était plutôt le pronostic, parce qu'au fond, le diagnostic, les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est, la thérapeutique, il n'y en avait pas, mais le pronostic, c'est important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Et c'était ça la médecine, et ça reste ça. Pour moi, ça reste ça. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer d'enseigner. C'est pas évident parce que aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, dès que quelqu'un arrive à l'hôpital, on fait la batterie des tests, on se précipite sur les traitements, etc. Mais il faut pas oublier, c'est toujours ce que je dis aux jeunes médecins, que c'est pas uniquement ce qu'on attend de vous. On attend de vous autre chose. Voilà. Et donc, bon, il y avait cette vieille médecine, mais qui était là au fond depuis Rabelais, enfin c'était une vieille tradition comme ça. Et puis, en effet, en 1968, il y a eu ce choc, c'est-à-dire que la première transplantation cardiaque par ce personnage assez étonnant qu'était Barnard. Et pour moi, c'est vrai que la médecine que j'assimilais plutôt à quelque chose de vieux, tout d'un coup a pris un coup de jeune parce que, je ne sais pas si vous, pour ceux qui ont mon âge, ils se souviennent sans doute de la une de Paris Match avec Barnard en vert, avec les mains comme ça, on dirait les mains du miracle, un peu comme le livre de Kessel. Et il avait, au fond, fait entrer la médecine, la chirurgie, dans quelque chose qui était extrêmement moderne, puisque c'était même les couleurs de la conquête spatiale, tu sais, c'est-à-dire que les cosmonautes avaient la même tenue. Moi, je suis allé visiter au Cap son hôpital. C'est absolument marrant parce qu'ils ont reconstitué la salle d'op où il a fait la première greffe du cœur. Le cœur en question est dans un bocal parce que ça n'a pas tenu très longtemps. Et bon, et c'était quand même un truc de bric et de broc. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait rien du tout. Il y avait un égouttoir pour le sang avec une gouttière récupérée pour réinjecter, enfin des trucs. Et puis c'était fait aider par quelqu'un qui n'était même pas infirmier. Enfin, oui, c'était du bricolage, mais vu de l'extérieur. Et pour un jeune qui se demandait quel destin il trouverait finalement, c'était extrêmement intéressant. Alors, tu t'es orienté tout de suite vers la neurologie comme spécialité, pourquoi? C'est-à-dire que d'abord j'ai fait mes études à la Salpêtrière, à Paris. J'ai passé internat de Paris et donc du coup la Salpêtrière c'était le temple de la neurologie. C'était là qu'il y avait les grands services, l'Hermite, Castaing, etc., les grands services. Mais là aussi, c'était une autre époque. Je pensais à ça l'autre jour, parce que je me rappelle quand on faisait les visites avec le professeur l'Hermite, qui était des grands patrons de l'époque, il fumait des gitanes sans filtre. Alors, il arrivait dans les chambres. Bon, il buvait aussi pas mal. À un moment donné, il avait dû s'éloigner pour faire des cures de désintoxication. Il est resté absent pendant plusieurs mois, mais il est revenu. Et quand il revenait, on ne savait pas très bien de quel côté de la barrière il fallait le mettre. Il était un peu diminué. Et je me rappelle, c'était notre époque, quoi. Je me rappelle des visites où il entrait comme ça dans les chambres. Donc il écrasait sa clope. Il entrait dans les chambres et puis il disait aux patients, écoutez, j'ai bien regardé votre dossier, monsieur. Il va falloir vous opérer. Il va falloir vous opérer. Si. Non. Alors le patient essayait de répondre. Non, je vous assure qu'il faut vous opérer. Écoutez-moi. Et puis il ressortait. Et au moment où il ressortait, le patient disait, mais professeur, j'ai été opéré déjà la semaine dernière. Donc il était un peu à côté de ses pompes. Et dès qu'il était ressorti dans le couloir, il poussait la porte comme ça et il sortait un clope, sa gitane sans filtre, qu'il allumait dans le couloir à côté de la chambre du malade. Enfin, c'est fou parce que tout ça n'est pas si ancien et aujourd'hui c'est vrai que ça paraît. Mais il y avait quand même un mouvement intellectuel très intéressant dans la neurologie. C'est un moment où c'est une science, c'est une discipline qui a progressé très vite. Bon, aujourd'hui, elle a un peu stagné par rapport à d'autres qui, au contraire, ont progressé. Mais c'est le moment où on a inventé la DEPA, par exemple, pour le Parkinson. Enfin, c'est une discipline qui avançait très vite à ce moment-là et c'était assez excitant. Alors, on va passer sur un nouveau continent, la planète Ruffin, c'est l'humanitaire. Parce que dans tout médecin, évidemment, il y a un humanitaire qui sommeille. Et tu as été sur tous les fronts humanitaires pendant à peu près une vingtaine d'années, on peut dire ça, à l'Afghanistan, partout, quoi, l'Éthiopie. C'est-à-dire que quand j'ai choisi donc ce métier, j'ai passé les concours, j'étais devenu médecin hospitalier, et là je me suis rendu compte qu'il y avait toute une dimension qui m'a manqué, c'est-à-dire que le côté
technique m'intéressait, mais pas tant que ça. Et que le côté humain, le côté un peu aventure, le côté justement vie avec les autres qu'avait connu mon grand-père, je le trouvais pas tellement dans la médecine hospitalière de pointe parisienne. Et Où tu réussissais bien, tu as été d'ailleurs, tu as dirigé le pavillon psychiatrique de Saint-Antoine, de l'hôpital de Saint-Antoine, enfin c'était un beau poste. oui, mais moi j'ai été programmé pour être professeur de médecine en fait. J'ai passé l'internat très jeune, j'ai été chef de clinique très jeune, enfin j'avais tout ça, mais ça me disait, c'était pas, quelque part, fondamentalement, je sentais que c'était pas ça. Et alors la providence, c'était toujours le hasard. J'ai fait mon service militaire en coopération, et là les militaires se sont trompés. Donc au lieu de m'envoyer dans un service de neurologie, ils m'ont envoyé dans une maternité. Alors j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, je m'attendais pas à ça. Ça m'a jamais servi à grand chose. Sauf que quand je dîne à côté d'une femme enceinte, j'ai pas peur. Voilà. Aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire d'ailleurs. Mais Pousse. oui. Non, en fait, tu t'appelles le SAMU, puis c'est tout. Non, mais c'était assez passionnant, mais c'était pas passionnant sur le plan technique. C'était passionnant parce que ça se passait en Tunisie. J'ai été nommé à Sousse, dans un hôpital qui était, d'un certain côté, de pointe. Il faisait de la chirurgie cardiaque et tout, mais la maternité était complètement laissée pour compte. On n'avait pas de matériel. Moi, j'ai fait je me souviens il y avait beaucoup d'hépatite virale, les femmes qui arrivaient jaunes comme des coins. Quand on faisait l'avortement, on n'avait même plus de gants. Tu vois, c'était vraiment... je sais pas comment j'ai pas chopé vraiment des cochonneries. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me parle du coronavirus, je suis assez détendu parce que j'ai vécu des trucs beaucoup plus... Mais c'est vrai que c'était très intéressant de voir la médecine sous un angle qui était un angle humain. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais des gens qui étaient profondément différents de ceux que je voyais en France. Et moi qui étais le petit interne formé au fond à quelque chose qui, je croyais, consistait à différencier les maladies, tu vois, sur un être humain qui était le même partout. Tout à coup, je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'est-à-dire que c'est les maladies qui sont les mêmes partout et c'est l'être humain qui change, quoi. Et ça a été une découverte. Et quand je suis rentré, j'ai voulu poursuivre ça. Et c'était le moment où Kouchner venait de créer Médecins sans frontières, etc. Donc j'ai rejoint ce mouvement à un moment qui était extrêmement passionnant parce que ça n'existait pas, quoi. Ça n'existait pas, et on a fait vivre ça dans une période incroyablement riche en termes. Alors ça s'est fait évidemment au préjudice de ma carrière médicale, parce que par là, voilà. Et tu as été président d'une ONG pendant 4 ans. Hein, c'est-à-dire, j'étais vice-président de MSF, oui, puis après j'ai été président d'Action contre la faim. Oui. J'ai dirigé plusieurs grosses ONG comme ça, mais je les ai vus naître surtout. Je les ai vus naître, c'est-à-dire que j'ai vu et j'ai participé à ça, c'est-à-dire, on se rend pas bien compte aujourd'hui parce que il y avait, si vous voulez, il s'est produit une vraie rupture dans l'attitude de l'Occident, je dirais, l'attitude de l'Europe en particulier face à ces crises. Parce qu'on aime bien penser qu'on a inventé les droits de l'homme, ces trucs. Mais en réalité, oui, peut-être. Sauf que pendant tout le 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle, c'est nous qui avions chez nous les guerres, les catastrophes, les épidémies, etc. Donc c'est nous qui recevions l'aide, je veux dire, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, l'aide américaine, après la Première, etc. Enfin, nous étions un pays et un continent ravagé par les conflits. Et finalement, il a fallu attendre qu'il y ait les 30 Glorieuses, qu'on ait une certaine prospérité, qu'on termine les guerres coloniales aussi, fin de la guerre d'Algérie, fin de la guerre d'Indochine, pour qu'enfin on soit suffisamment riche, prospère et en paix pour être non plus ceux qui reçoivent l'aide, mais ceux qui la donnent. Voilà. Et du coup, comme on avait un retard énorme en termes institutionnels, parce que les gros bataillons de l'humanitaire, ils sont aux États-Unis, ils sont en Suisse, à la Croix-Rouge internationale, etc., on a créé à ce moment-là, dans les années 70, des outils nouveaux, qui étaient ces ONG, ces types Médecins sans frontières, voilà, qu'on a créés à ce moment-là, et qui, évidemment, toujours quand on arrive le dernier,
Ben, on fait ce qu'il y a de plus moderne et ce qui, au fond, s'adapte le mieux au monde. Et le monde de l'époque, c'était un monde qui était gelé par la guerre froide. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller, je sais pas, en Afghanistan avec une armée. La Croix-Rouge, c'était une institution publique, enfin, qui recevait de l'argent d'État, qui ne pouvait pas non plus aller sur des théâtres de guerre. Donc, ces ONG ont pu, seules pratiquement, pendant quelques années, répondre à une demande qui était une demande mondiale avec des tas de conflits, ces conflits de basse intensité qui faisaient plein de dégâts au niveau des populations civiles, qui étaient épouvantables, avec des millions de réfugiés, etc. On était seuls pratiquement à pouvoir construire cet outil. Mais cet outil n'existait pas. Donc il fallait le construire, le créer, le comprendre aussi. Parce que c'est pas évident quand on a un outil nouveau comme ça. Essayer de comprendre ce qu'on fait, les enjeux, voilà, les pièges, etc. Et moi, ça a été un peu ma spécialité là-dedans. C'est-à-dire que j'étais un peu devenu, c'est comme dans les 7 nains, il y a le prof, celui qui a les lunettes. Et moi, j'étais celui qui réfléchissait justement à ça. C'est-à-dire qui essayait de créer une sorte de mémoire de ce qu'on faisait, pas à chaque fois repartir à zéro, mais avoir un peu une compréhension de notre outil, notre position dans le monde et tout ça. Alors, il y a la période aussi où tu commences à agir auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire un petit coup à gauche, un petit coup à droite, hein, on ne sait pas trop. Tu vas être ambassadeur, non? Tu vas faire ton Paul Claudel là, pendant 3 ans au Sénégal et en Gambie. Et puis enfin, bah, tu finis, ça c'est le dernier continent, Ruffin, on va terminer là-dessus évidemment, tu finis dans l'écriture. Et maintenant, tu es définitivement écrivain, quoi. J'ai toujours du mal. Tu gardes toujours ta casquette de médecin, ta casquette d'humanitaire? Non, alors, ce sont des casquettes qui, pour moi, ne sont pas des casquettes professionnelles. La médecine, ça ne dépend pas pour moi. Être médecin, c'est pas pratiquer la médecine. On peut ne pas pratiquer la médecine et être médecin. Pour moi, c'est une façon de voir le monde. C'était quelque chose que j'ai acquis quand j'avais 20 ans, entre 20 et 25 ans. Et ça, c'est de toute façon, ça ne changera pas. C'est-à-dire que je crois qu'on est influencé à ces époques-là de façon très profonde. Et on est juriste, ou on est journaliste, ou on est médecin, etc. Moi, je suis médecin. C'est-à-dire que cette perception du monde, je l'ai acquise comme ça. Donc, regarder, comprendre, essayer d'améliorer les choses. Il y a toute une position. Diagnostiquer, oui. Oui, et entre eux, les médecins se reconnaissent d'ailleurs à ça. C'est souvent quelque chose qui est difficile à traduire, mais il y a un truc commun, on voit les choses de la même façon, peut-être parce qu'aussi on voit derrière on a l'habitude aussi de voir, d'abord de regarder. Souvent la maladie dans le rictus, oui, c'est ça. Voilà, ouais. Et puis on regarde, parce que c'est un art du regard, la maladie, comme d'ailleurs la littérature, de cette façon, c'est un cas intéressant. C'est-à-dire qu'on regarde. Les gens qui se rasent la barbe, par exemple, très souvent, ils ont l'habitude, leur entourage ne s'en rend pas compte. 15 jours après, un diabète, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un lifting? Là, non, je me suis rasé la barbe. Le médecin, tout de suite, il va... Je veux dire, on regarde parce que c'est la première étape du diagnostic, c'est le regard. Et derrière le regard, ou plus exactement, grâce au regard, il y a effectivement cette idée que le corps reflète aussi ces maladies, etc. Voilà. En tout cas, ça reste. Alors le reste, moi, par exemple, la diplomatie, c'est quelque chose que j'ai fait, alors là, pour le coup, de façon un peu... Je l'ai fait à 2 reprises. J'ai été attaché culturel et de coopération au Brésil il y a des années, puis j'ai été en effet ambassadeur de France. Et ça, ce sont des expériences, mais c'est pas moi. C'est-à-dire, je suis pas diplomate. Par exemple, chaque fois qu'on me dit, tu vas participer à un truc, les diplomates, écrivains, tout ça, je dis non, parce que je ne suis pas diplomate. Alors, donc tu es médecin, humanitaire et écrivain, ça c'est évident. Mais alors, ça vient comment la vocation d'écrivain? Elle est arrivée après? T'es arrivé tout de suite? Comment c'est venu ça? Parce que t'es un écrivain un peu tardif quand même. Oui, mais... Un romancier tardif, d'ailleurs, parce que tu as écrit un livre avant qui s'appelait Le piège humanitaire. C'est ça, mais en fait, je pense que la médecine telle que je l'ai appréhendée au départ, à travers mon grand-père, à travers cette vieille tradition de la médecine, c'était une branche des humanités pour moi. C'est-à-dire c'était, vous savez, à l'époque, on apprenait, à l'époque de mon grand-père, pour être médecin, on apprenait le grec, le latin, etc. Au fond, et les grandes descriptions cliniques
ça existe toujours d'ailleurs. Par exemple, les grandes descriptions phénoménologiques en psychiatrie, d'Henriet, etc., sont des morceaux de bravoure, des choses, un style absolument extraordinaire. Donc, l'écriture, l'écrit. Moi, j'ai passé l'ancien concours d'internat qui était un concours écrit. On rédigeait une question d'internat. C'est-à-dire qu'on vous disait, voilà, infarctus du myocarde, et puis on avait 4 heures pour écrire quelque chose. Et la façon dont on l'écrivait comptait. Donc, l'écrit était très important. Et je ne sais pas pourquoi, dès le départ, j'ai toujours pensé que la médecine était un extraordinaire balcon sur la vie. Il y en a d'autres, hein. Le journalisme en est un, hein, c'est la preuve, mais la médecine est un balcon sur la vie qui permet de s'enrichir de tas de portraits, d'émotions, de situations, de paysages, etc. Et donc j'ai emmagasiné tout ça. Et il est probable que si on m'avait demandé à 20 ans si je voulais écrire, j'aurais pas osé dire oui, parce que... Mais tu avais déjà ça en tête? J'avais en tête, mais en même temps avec quelque chose que je ne renie pas du tout, qui est cette conviction que pour avoir quelque chose à écrire, il faut avoir vécu, c'est ça? Ouais. Voilà. Et que ce vécu, on ne le retranscrit pas forcément dans ses livres, mais il le nourrit. Et qu'en tout cas, sans vivre et sans continuer de vivre, on ne peut pas vraiment... C'est à cause de ce vécu que tu as pu écrire l'Abyssin, d'ailleurs, et Rouge au Brésil, parce que c'est oui. C'est des souvenirs, presque. J'ai pas des souvenirs de voyage, mais en fait, tu parlais de lieux que tu connaissais. Exactement, mais simplement, la difficulté pour un médecin quand il veut écrire, c'est le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'on nous a fait jurer à la fin de nos études. Moi, c'est drôle parce que c'est un moment très, très rapide. Moi, je me souviens, en plein été, comme ça, j'ai fait prêter ce serment. Sur le moment, on ne se rend pas bien compte. Puis après, ça revient, ça résonne en vous. Et dans ce serment, il est dit que vous pourrez tout voir, tout savoir, que les patients vous montreront leur corps, leur vie, leurs secrets, leur douleur, à une condition, c'est qu'on ne le révélera pas. Donc, le jour où vous voulez écrire, évidemment, c'est compliqué de mobiliser des souvenirs qui ne heurtent pas cette nécessité de secret. Et c'est pour ça que moi, ça a probablement pris plus de temps pour que je démarre, parce qu'il a fallu trouver un biais, il m'a fallu trouver un biais pour décaler, pour mettre à la fois du vécu dans ce que j'écrivais, mais en même temps pour le décaler et pour le rendre méconnaissable. Et c'est vrai que le premier roman que j'ai écrit, que tu rappelais, et je t'en remercie, qui s'appelait L'Abyssin, c'était l'histoire au fond d'un apothicaire un peu charlatan, donc un peu médecin, si tu veux, du Caire, qui est parti du Caire, envoyé par Louis XIV pour aller... pour aller explorer et prendre contact avec l'empereur d'Éthiopie, dont on savait qu'il était chrétien, mais qu'il n'était pas complètement blanc-bleu, et qu'il fallait ajuster un petit peu, parce que voilà. Et donc ce prêtre Jean, dont on imaginait l'existence dans la Corne de l'Afrique, a été pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas a rencontré ce personnage, et il est revenu, etc. Il se trouve que moi j'avais fait ce trajet pour MSF, parce que à l'époque des maquis d'Érythrée, moi j'avais fait le trajet, j'étais parti de Khartoum, et maquis qui venaient nous chercher la nuit pour monter jusqu'au dans les hauts plateaux d'Éthiopie, etc. J'avais fait ce chemin, et tous les paysages, tous les peuples, tout ce qu'on avait vu, au fond, je pouvais puiser dans mon souvenir. Mais je l'ai raconté au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, il n'y avait pas... il y avait notamment le personnage d'un consul. Moi, j'ai écrit ça en revenant de cette expérience que j'avais eue comme attaché de coopération à Recife, et Salvador de Bahia au Brésil, où je travaillais sous les ordres d'un consul, avec lequel je ne m'entendais pas très bien, on va dire. Et j'aurais peut-être pas pu dire du mal de lui, mais comme il y avait un consul et que ça se passait au XVIIe siècle, je me suis lâché, là, j'ai pu y aller. Et j'avais donc un portrait qui était tout trouvé, mais méconnaissable. Voilà. Et enfin, en tout cas, les pistes étaient brouillées. Et ça, c'est très important. Et Rouge au Brésil, c'est la même histoire. En fait, c'était les mêmes lieux. Et Rouge Brésil, alors... quand j'étais au Brésil, moi j'étais donc à Recife, oui. Mais j'allais très souvent à Rio pour des réunions, etc. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'atterrissais à Niterói et tout ça, dans l'avion, je plissais les yeux comme ça et je voyais cette baie de Guanabara qui était incroyable, qui est un endroit incroyable. Et je me disais, quelle impression on peut avoir
les navigateurs européens qui sont arrivés là. Donc, là, c'est au XVIe siècle. Et j'avais été voir une exposition dans un petit musée qui depuis a brûlé d'ailleurs à Rio, sur la baie à ses débuts, et ils avaient fait des tableaux où on voyait juste des marécages, des oies, enfin des oiseaux comme ça. Et j'avais l'impression que ces navigateurs étaient arrivés dans le vide, quoi. Et en réalité, en creusant, je me suis rendu compte non seulement c'était pas vide, mais qu'il s'était passé là des choses essentielles. C'est-à-dire que il y avait eu le contact avec les Indiens, la question de l'anthropophagie, et que au fond, ce que les Français étaient venus faire, parce que les Français avaient fait une tentative coloniale de 5 ans là-bas, ce que les Français étaient venus faire, c'était au fond, convertir des sauvages, parce qu'ils considéraient que les Indiens étaient des sauvages anthropophages, donc ce qu'il pouvait y avoir de pire dans la vie. Et en fait, ce sont les Français qui sont arrivés sur une petite île, qui se sont conduits entre eux comme des sauvages, s'entretués, qui sont revenus, et qui sont revenus avec cette idée du bon sauvage que Montaigne a recueilli d'un des survivants de cette expédition, qui est devenu son secrétaire, et qui lui a rapporté l'image des Indiens complètement inversée, c'est-à-dire une image de paradis perdu et de bons sauvages. Donc c'est un moment qu'on a oublié en termes historiques, mais qui est extrêmement riche dans la vie intellectuelle européenne. Et donc, quand j'ai raconté cette histoire, c'était pour remettre ça en scène, d'une façon, comme toujours dans mes livres, c'est-à-dire que c'est fait comme des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître l'histoire de tout ça. La puissance du roman, c'est que si c'est vraiment un roman, vous entrez dans l'histoire en vivant ce que vivent les personnages et vous comprenez les choses comme ça. T'es raconteur d'histoire, en fait. Oui, tu vois, je suis bavard. Mais... Non, mais tu es raconteur d'histoire. D'ailleurs, je peux le dire parce il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne les ont pas lu ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que l'Abyssin et Rouge Brésil sont des livres absolument magnifiques. Hein. Moi, je vous les conseille. C'est-à-dire que pour moi, raconter une histoire, c'est justement, c'est le contraire de faire un cours magistral, ou c'est le contraire de l'entre-soi. C'est rendre accessible des idées. Oui, mais il n'y a pas tant d'écrivains que ça en France qui disent non, moi je veux raconter des histoires. Quoi, non, mais d'ailleurs, c'est pas forcément très bien considéré. Moi, je suis un petit peu en marge, parce que c'est pas forcément la mode. Les gens préfèrent peut-être des choses plus intimistes, plus voilà. Enfin bref, bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, tu peux balancer d'autres dénoms si tu veux. Oui, non, pas des noms, mais il y a 2-3 connards. Allez, on peut y aller, on peut les citer. Non, c'est pas ça, mais c'est bon. Non, mais vas-y, allez, des noms. Non, mais il y a des lecteurs qui, quand ils ne s'emmerdent pas, ne sont pas. On a l'impression que c'est pas un bon livre quand ils s'emmerdent pas. Bon livre, oui. Mais par exemple, moi, j'ai un vrai. D'abord parce que. Pour moi, ça n'est pas mon métier d'origine, ce n'est pas, pour moi, c'est même pas un métier du tout d'ailleurs. Donc j'écris les livres que j'ai envie de lire. Voilà. Et j'ai cette boussole qui est le plaisir que j'ai à écrire, à raconter et surtout à prendre quelqu'un par la main dans une situation, enfin, pour lui parler d'un pays, d'une situation qu'il ne connaît pas du tout. Et souvent, très, très, très grand public. Je pense au Collier Rouge, par exemple, qui a eu un succès énorme. C'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. C'est une belle histoire, inspirée de faits réels, comme on dit aux États-Unis. C'est ça, oui. Oui, c'était un ami que tu as peut-être connu, qui était un photographe de match, qui s'appelait Benoît Gisembert, qui était un grand photographe. Et Match nous avait envoyé, c'était pendant le printemps arabe, là, et ils avaient trouvé malin, comme tous les pays tombaient les uns après les autres, ils se sont dit, on va vous envoyer dans un pays où il n'y a pas encore la révolution. Et donc, ils nous ont envoyés en Jordanie, pour attendre la révolution. Et la révolution n'est jamais arrivée. T'es pas resté alors parce que Si, on était au bar. Non, tu devrais y être encore. Parce que... oui, on a attendu. Et en plus, donc on était avec Benoît au bar de l'hôtel. Et puis il m'a raconté sa vie. Il avait une vie en tant que photographe d'un grand média comme ça, une vie formidable. Il avait fait des choses extraordinaires, notamment l'exfiltration de la fille de Castro, etc. Des choses. Et puis, il voulait absolument que je raconte une de ces histoires, voilà. Et puis un jour, il m'a dit, il y avait ces histoires, quand vous écrivez des romans, tout le monde vous raconte des histoires, mais c'est rare qu'elles vous inspirent. Et là, il m'a raconté l'histoire de son grand-père qui était revenu de la guerre de 14,
Il avait fait la guerre de 14 comme simple soldat. Ils étaient partis, ils étaient, je sais pas, 50 dans le village. Il y en a que 2 qui sont revenus, blessés, etc. Et son grand-père avait eu la Légion d'honneur, ce qui pour un soldat ou un sous-officier est très rare, puisque normalement c'est réservé aux officiers, et la médaille militaire plutôt pour les simples soldats. Donc il avait la Légion d'honneur. Puis c'était en Bretagne, il picolait un peu. Alors, enfin, et un jour, il regarde son chien. Il appelle son chien, il prend la Légion d'honneur, il la met sur le chien et il dit en réalité, c'est toi qui mérites cette Légion d'honneur. Voilà, parce que ce qu'on a récompensé, c'est un comportement de bête. J'ai été parce qu'il avait tué, et au fond, comme soldat, il avait été héroïque, certes, mais il y avait quelque chose derrière ça qui était de l'ordre de l'animal finalement. C'est l'animal qui se bat quand vous êtes dans une guerre. Et je trouvais ça passionnant. Donc il avait été arrêté parce que pour outrage, etc. Donc je trouvais ça très intéressant parce que c'était l'occasion de réfléchir justement à ça, c'est-à-dire à la part humaine, la part animale. Je veux dire, à quoi on fait appel justement dans les guerres et qu'est-ce qui est digne d'être récompensé finalement. C'est-à-dire, donc en fait, je crée ça. C'est pareil, c'est une histoire toute bête qui commence avec un chien qui aboie devant une prison. Ah oui, c'est très fort. Ça a été un film d'ailleurs. C'était un film qui est malheureusement sorti au moment des grèves. Oui, je me souviens. C'est Jean Becker qui a fait ce film, avec des chiens. Il y a 2 chiens d'ailleurs. Il y a un autre livre, là, c'est un petit peu plus personnel, c'est Les 7 mariages, ça me fait rigoler, d'Edgar et Ludmilla, parce que c'est presque autobiographique. Enfin, tu n'as pas épousé ta femme 7 fois, mais presque. Oui, bah, c'est pas fini, hein, on va voir, c'est peut-être pas... Oui, mais en effet, je me suis marié plusieurs fois avec la même femme. Alors actuellement, on est divorcés. Mais enfin, on attend le prochain mariage. Non, je crois pas, mais... Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois, mais bon, ça revient toujours. Non, je crois pas. Je crois que c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que quand je racontais ça, ça faisait toujours rigoler tout le monde. Et en fait, je me disais, au fond, j'essayais d'imaginer un couple qui se serait, en effet, séparé, marié. Alors, peu importe que ce soit un mariage ou une séparation, mais je trouve que dans une histoire d'amour, la séparation... fait partie de l'histoire d'amour et que finalement on les raconte en général, ces séparations on les raconte comme définitives, mais c'est souvent plus compliqué que ça. Ah bah, c'est clair. Et je suis entouré de gens qui souvent se sont remariés, retrouvés, etc. Bon, c'est pareil. Et donc je voulais écrire un roman dans lequel 2 personnages, effectivement sur 50 ans, ça se déroule sur 50 ans, se retrouvent et se séparent, et d'une façon qui, à chaque fois, est expliquée, est racontée de façon romanesque, donc sous forme de scène, évidemment, de telle sorte que ça paraît totalement naturel. Alors que quand on le raconte comme ça, évidemment, quand on le balance comme ça, c'est absurde, c'est juste absurde. Pourquoi bon, et en fait, il peut y avoir... les choses s'expliquent et il y a une logique amoureuse aussi comme ça qui peut être mise en scène. Donc je suis amusé à ça. Mais enfin bon, c'était peut-être justement pour ne pas me remarier une 4e fois. Alors il y a quelque chose d'amusant là quand on regarde ta carrière littéraire, c'est que brusquement tu as un petit peu bifurqué là depuis quelques années vers le polar, en plus que tu fais en plus du reste, qui au fond pour toi n'est pas un sous-genre, quoi. Hein. C'est ça. C'est bon avec cette série là, Les Énigmes d'Aurel le Consul, qui marche très bien. D'ailleurs, ça a commencé avec Le Suspendu de Conakry il y a peu de temps. Là, on en est déjà au 3e. Et ça marche bien. Et t'es heureux de faire ça. Tu aimes bien trousser des histoires. Mais c'est un peu différent le roman policier parce que tu te laisses moins guider par l'inspiration. C'est plus mécanique, c'est de l'horlogerie davantage, non? Alors là, c'est moi qui devrais t'interroger parce que tu es mon. Mais j'en ai fait, mais c'est l'horlogerie, c'est pas pareil. On a des dossiers, oui, mais c'est ça, on a des fiches, on a des, c'est ça, des chemises, on range en classe, oui. Oui. Enfin, ceux que tu as fait sont vraiment très documentés sur une zone. Et moi, c'est plus, c'est documenté aussi parce que c'est un univers que tu connais. Oui, mais ils sont. En fait, quand je suis rentré de cette expérience d'ambassadeur, qui avait été passionnante dans un très grand poste avec des enjeux politiques compliqués, j'avais vu beaucoup de choses. Et j'avais envie de raconter beaucoup de choses. Et là, je suis retombé sur la question du secret, parce que c'est pas le serment d'Hippocrate, mais c'était aussi le secret professionnel. On peut pas. C'est difficile en tant qu'ancien diplomate,
en tout cas de façon très proche, de raconter directement ce qu'on a vécu. Je sais pas si vous avez remarqué, les diplomates, souvent, ils écrivent leur mémoire, mais c'est vraiment juste avant d'en finir, quoi. Ouais, puis en général, c'est chiant. Hein. Je te conseille pas d'écrire ta mémoire de diplomate. Parce qu'en général, ils écrivent 30 ans après les faits pour que personne ne puisse leur reprocher le truc, puis ils meurent 2 jours après. Enfin, donc, non, puis on s'en fout, en fait. Voilà, enfin, c'est... Alors que là, il y avait des choses, au contraire, je trouvais que c'était extraordinairement intéressant de pouvoir parler justement du présent, de ce qui se passe. Mais je ne pouvais pas le faire à titre personnel. Donc j'ai créé ce personnage récurrent, qu'en fait, un peu inspiré d'un de mes anciens collaborateurs. Et donc, qui est l'histoire d'un diplomate qui ne veut pas travailler. Non, mais c'est rare. Mais c'est de la fiction. Hein. Mais je trouve que j'en ai connu quand même un. Ouais, moi aussi, j'en ai connu beaucoup. Moi. Mais ce que je trouvais très intéressant, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette expérience d'ambassadeur, c'est que, au fond, dans un grand poste diplomatique, le chef de poste, il fait beaucoup de choses que d'autres peuvent faire. Par exemple, les notes qu'on envoie au Quai d'Orsay, que en général, on travaille pendant plusieurs jours sur la situation politique, les grands trucs, etc. Au fond, un bon journaliste, un bon correspondant de presse peut faire à peu près les mêmes. Le poste économique, le conseiller économique, il met en relation les entreprises, mais les entreprises, elles peuvent faire ça aussi elles-mêmes. Le culturel, c'est pareil. Je veux dire, à l'extrême, on pourrait se dire qu'on pourrait presque se passer de la fonction diplomatique. À l'extrême, c'est mieux qu'il y en ait une, mais si ça n'existait pas, c'est pas grave. Tandis que la fonction consulaire, c'est-à-dire la partie consulaire du métier, personne d'autre ne le fait. C'est-à-dire que ça représente quoi? C'est s'occuper des Français à l'étranger, leur venir en aide, leur trouver des papiers, s'occuper des élections, s'occuper des communautés, etc., s'occuper de tout ce qui leur arrive, et Dieu sait qu'il leur arrive des choses, hein, surtout en Afrique, hein, des meurtres, des vols, Bon... et ça, c'est vraiment central. Moi, j'avais déjà connu ça au Brésil, parce que je me rappelle, dans le consulat général où je travaillais, justement, on avait beaucoup de gens qui se faisaient détrousser, parce que sur les plages brésiliennes, si vous voulez, c'est quand même le grand sport national. Donc on mettait les gens en garde, donc ils se baignaient, puis pendant qu'ils étaient dans la flotte, il y avait quelqu'un qui leur piquait toutes leurs affaires. Donc ils arrivaient au consulat, et je me rappelle, le consulat, il était au 9e étage d'un bâtiment, et il y avait un type, c'était un handicapé qui travaillait dans l'ascenseur, qui était liftier, et il ne voulait pas que quelqu'un entre dans son ascenseur en maillot de bain. Donc, les gens qui s'étaient fait tout piquer, quand ils venaient au consulat, ils étaient donc en maillot de bain, évidemment, ils n'avaient plus rien, et donc ils devaient terminer en montant 9 étages à pied. C'était... voilà. Et quand vous avez un type qui arrive en maillot de bain, qui s'est fait tout piquer, qui en plus a monté 9 étages, voilà, il faut lui rendre service, et là, on a l'impression d'être utile. Voilà. Et donc, un consul, c'est quelqu'un qui a une position extrêmement intéressante, parce c'est pas un policier, c'est pas un enquêteur, mais ça peut l'être. Ça peut l'être, parce qu'il s'occupe des gens, et il a des relais comme ça. Il peut aller voir un peu tout le monde. Il va voir les gens en prison, par exemple. Quand un Français est emprisonné, c'est le consul qui va le voir, etc. Donc c'est une position assez stratégique, en fait, et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moyen justement d'avoir ce double qui me permet de parler de toutes ces situations, et j'ai créé ce petit personnage qui moi, j'ai vu avec tendresse, quoi, parce que j'aime bien, et du coup, j'ai été très heureux de voir que les lecteurs suivaient, quoi. Enfin, au fond, le dernier, le flambeur, la Caspienne, c'est un gros succès. Mais t'es un écrivain à succès. Et la question évidemment qu'on a dû te poser, est-ce que tu fais partie des écrivains qui sont inquiets, sinon pessimistes, sur l'avenir du livre, de l'écriture et de la langue française? La question 1000 balles. Ouais, non. Tu as 3 secondes pour répondre. Ouais. Non, je suis pas. Enfin, je pense que le livre, c'est à nous de le défendre en faisant des livres qui sont lisibles, d'abord, qui rencontrent un public, qui tiennent compte du public. Ça veut dire, faut pas écrire. Enfin, c'est compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire de la démagogie en disant qu'est-ce que les gens veulent, je vais faire ça. Non, mais d'avoir un vrai contact, quoi, entre le lecteur et l'écrivain, de telle sorte que se produise une sorte de rencontre entre les attentes de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que le raconteur d'histoire, parce que les
les Américains, le storyteller, ça, pour eux, c'est un genre à part Il y entière. a storyteller qui est en même temps un page turner, comme on dit aux États-Unis. Ça, voilà, C'est ça, très important. Quand on dit. storyteller, page turner, ben ça, c'est une discipline, j'allais dire, qui, à mon avis, met le livre à l'abri du désamour du public, parce que on a besoin de raconter des histoires, on a besoin d'histoires. Moi, je me souviens de François Nourricier, tu as connu quand il était président de l'Académie Goncourt, on lui posait ces questions-là tout le jour, et il disait ça, il disait « Le monde, depuis toujours, a besoin d'histoire. Et nous, c'est notre métier, c'est d'en fabriquer, c'est d'en produire, et au fond, après, ça devient des livres, ça devient des films, ça devient des feuilletons, peu importe. Mais c'est ça. Et ce métier-là, c'est pas le métier de tous les écrivains. Il y en a qui préfèrent des choses plus intimistes, etc. Mais moi, c'est ma conception des choses. Et ça, je crois qu'il y aura toujours la place pour ça, parce qu'il y aura toujours, depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire peut-être, mais on a besoin d'être pris sur les genoux et que quelqu'un vous raconte une histoire. Depuis les 1000 et une nuits. Voilà. Et ça arrive, ça existera toujours. Voilà. Après, sur la langue, c'est encore un autre problème. Bon, là, c'est la minute de psychanalyse. Tu es un écrivain à succès, je dirais à grand succès. Est-ce qu'à l'origine de tout ça, il n'y a pas une blessure profonde? Je veux parler du père. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, sans doute, mais à mon âge, on a un peu... je dis pas que les blessures se sont atténuées, mais on n'est plus tellement là-dedans. C'est-à-dire que j'ai dépassé pour ça. raconter, tu as un père qui a quitté ta mère, et puis voilà, que tu n'as plus jamais revu. Oui. Enfin, tu as revu tardivement, disons, après. Oui, moi j'ai rencontré mon père à 18 ans. 18 ans, c'est ça, voilà. par hasard. Oui. Alors ça faisait partie de ces drames de l'après-guerre dans la province française de Berry, qui était un petit peu... Ta mère était obligée de remonter à Paris pour gagner sa vie. Voilà, mais dans une ville, on pouvait, deux familles pouvaient se haïr suffisamment pour que personne ne se rencontre, etc. Bon, c'est un truc assez commun et beaucoup d'écrivains qui n'ont pas de père ou qui ont une problématique autour de ça, certainement. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû jouer très certainement, évidemment, dans mes choix, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis plus soucieux de ça. C'est-à-dire que voilà, ça me constitue, mais je vis avec, et finalement, pas si mal. Voilà. Et je suis plus préoccupé de savoir quel père je suis, moi, même quel grand-père, parce que j'ai 2 petits-fils, que de rester là-dessus. Mais ça m'a certainement, oui, ça m'a certainement constitué, bien sûr. Et cette absence de père, c'est aussi l'absence de repère, c'est-à-dire c'est l'absence ça veut dire, moi j'ai regretté à un moment donné. On regrette toujours de ne pas avoir un père qui vous donne un peu des indications sur ce qu'est le monde, etc. Puis après, on se dit, au fond, ces indications, cette vision du monde, puisqu'on ne me l'a pas donnée, je l'ai acquise moi-même. Et c'est peut-être plus solide en réalité, et en tout cas plus libre que de l'avoir reçu de quelqu'un. Donc finalement, tout bien considéré, je suis assez content que les choses se soient passées comme ça. Voilà. Merci, docteur. Je crois que c'est terminé. Au nom du Point, qui est partenaire de cette manifestation incontournable, déjà depuis si longtemps, eh bien, je voudrais remercier Jean-Christophe Ruffin, grand écrivain et belle personne, comme je dis, vous l'avez vu. Ouais, une grande manifestation, le livre sur le place, qui montre que le livre est toujours bien vivant. Et je voudrais remercier aussi Mathieu Klein, le maire de Nancy qui est ici, et Bertrand Masson, le maire adjoint à la culture, et évidemment Marie-Madeleine Rigopoulos. Merci à vous. Merci, au revoir.